todos, o meu nome é Soraya Dimas, sou leitora de português pelo Instituto de Camões aqui na Universidade de Jamoré. Esta é uma atividade sobre o Brasil e, antes de mais, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, especialmente aos nossos convidados que aqui estão presentes hoje, o escritor António Cherensky, e a nossa parceria com as Belles Matinades, portanto, o festival literário que tem vindo a ocorrer há já imensos anos, portanto, anualmente. Muito obrigada também a Sr. Roná por aqui estar presente. Ao CILEC, que financiou e que tornou possível a vinda do escritor. Gostaria também de agradecer ao público aqui presente, portanto, aos alunos que aqui estão. É muito importante a vossa participação neste tipo de atividades, pois é para vocês, pela língua portuguesa, pela cultura lusófona que nós as organizamos. Nós organizamos estas atividades e tentamos cada vez mais fazer o nosso melhor para este tipo de eventos. E gostaria também, portanto, obviamente, de agradecer às pessoas que tornam esta organização, a organização destas atividades possível, que é a professora Rosa Maria Feijaville e a professora Andreia Silva. Esta atividade vai começar com o nosso escritor brasileiro, António Cherensky, e portanto ele vai nos falar sobre as suas obras literárias. Ele vai falar em português, mas teremos simultaneamente tradução de português para francês, portanto com a ajuda dos nossos alunos de mestrado. No entanto, façam perguntas, se tiverem dúvidas, se tiverem questões, não hesitem. Muito obrigada. Bon, moi je vais faire un petit mot en français. Donc, bienvenue, Antoine Cherensky à l'Université Jean Monnet. C'est une initiative du Belles Latinas avec les études portugaises et avec la collaboration, le financement du CELEC, notre centre de recherche, et du directeur qui est ici présent, M. Emmanuel Marigno, que nous remercions. C'est comme ça que c'est possible. Et bon, on va commencer. Donc on vous demande de parler portugais, on sait que vous parlez très bien français, mais aujourd'hui les étudiants de Master 2, ils ont un examen de portugais, ils tremblent déjà, donc ils vont essayer de vous traduire petit à petit, et puis si vous voyez qu'ils font des fautes, vous rajoutez. S'ils font des fautes, vous rajoutez, s'ils font des fautes en français, vous complétez, d'accord? Je vous passe la parole. Bonjour. Bonjour, mon français est très limité, c'est presque acceptable. J'ai besoin d'aide de mes collègues à gauche pour traduire quelque chose que je parlerai. Moi, je pense en cette rencontre comme un dialogue entre nous, et j'espère que vous me demandez des questions, même si ce sont des questions absurdes, personnelles, sans quelque sens.
parce que je suis allé à Bordeaux et j'ai parlé avec deux classes des élèves. Et les élèves, deux élèves totalement inconnus m'ont demandé si je suis heureuse. Vous pouvez faire quelques questions absurdes sur la vie en Brésil, sur la vie comme un écrivain, sur la vie avec mes deux chats, sur les jeux vidéo, sur les équipes de football. Qu'est-ce que vous voudrez? C'est un dialogue, je pense, n'est pas besoin d'une question très littéraire, intellectuelle, quelque chose comme ça. Voilà, moi je vais vous parler français parce que je ne veux pas vous imposer mon brésilien qui est plus qu'hésitant. Donc je représente un petit peu Espace Latino, qui est une organisation qui depuis plusieurs décennies maintenant essaye de communiquer tout ce qui est culturel, mais aussi tout ce qui est actualité d'Amérique latine. Et j'en profite pour vous signaler que vous pouvez nous rejoindre de façon tout à fait gratuite en vous abonnant à la newsletter que nous publions toutes les semaines et qui donne une idée, un reflet de l'actualité en Amérique latine, actualité politique, sociale et aussi culturelle, puisqu'on essaye de faire la chronique des livres, des films qui sortent. Voilà, donc il suffit de vous connecter sur espace-latino, le tout au pluriel, .org, et vous vous inscrivez pour cet abonnement entièrement gratuit, encore une fois, qui vous permet, si ça vous intéresse, de suivre l'actualité latino-américaine. Voilà, donc on reçoit aujourd'hui Antonio Cerceneschi, qui a, jusqu'à présent, il est encore très jeune, publié 3 romans, quelques nouvelles aussi, et qui, à côté de ça, est traducteur de l'espagnol vers le portugais du Brésil. Alors 3 romans, je vous donne les titres français des 2 premiers. Avalé du sable et F. Le 3e s'appelle H. Perguntas. Ce sera le titre est choisi déjà en français. Les questions. Voilà, les questions. Voilà, alors pour commencer, peut-être, je vais vous demander bien franchement qui parmi vous a lu un des 2 romans d'Antonio. Avalé du sable et F. Alors donc, vous allez les lire bientôt et ça nous permet de parler effectivement de la base et de vous dire de quoi il s'agit pour commencer. Alors on va commencer par le premier, qu'Antonio a écrit alors qu'il avait une petite vingtaine d'années et qui s'appelle Avalé du sable. Avalé du sable, c'est un western. Le décor cinématographique qu'on connaît, une petite ville qui en réalité se trouve à côté de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais qui, pour l'image qu'on en a, est une petite ville des westerns traditionnels, dans le désert. 2 familles ennemies, une vengeance entre les deux, ce qu'on appelle en bon français, en bon corse, la vendetta, c'est-à-dire les familles ennemies depuis 2 ou 3 générations, sans qu'on sache exactement ce qui a motivé au départ le problème, et qui se maintiennent d'une génération à l'autre. Et donc 2 familles avec chacune un nom différent, nom anglais, Marlowe pour les uns, américains, et nom espagnol pour les autres, Rodriguez. Voilà, j'ai entamé, Antonio va continuer à nous dire ce qu'il veut nous dire, parce qu'il ne faut pas tout raconter dans un roman, évidemment. Maintenant, je parlerai en portugais et
les autres à la gauche me traduisent. Ok. C'est difficile de conjuguer ces verbes, traduire. Isso em português. Esse romance eu comecei a escrever muito jovem, como disse Christian Ronet. Celui-ci est le roman qu'il a commencé à écrire dans sa jeunesse. E acho que, como todo livro de uma pessoa muito jovem, eu tinha 22 anos na época, é um livro que tenta fazer muitas coisas em um espaço muito curto de tempo. C'est un livre qui parle qu'il a écrit à 22 ans et qui décrit plusieurs choses dans le roman. Il y a une personne avec une question. O livro em português se chama Areia nos Dentes, que é muito diferente do título em francês. C'est comme Sable sur les dents. Le titre original en portugais, c'est comme Sable sur les dents, que c'est une sensation très désagréable, mais je pense que les éditrices... Les éditeurs sont des femmes. Éditrice pensait que Sable sur les dents n'est pas un titre fort en français. Je ne sais pas. Il a essayé d'adapter en fait le titre pour trouver une équivalence en français parce que traduire littéralement ça faisait pas sens. Mas como eu ia dizendo, a maior dificuldade de um novo escritor é encontrar o seu próprio estilo. Alors, dans ce travail, il a déterminé son propre style. E para poder encontrar o meu próprio estilo, eu resolvi experimentar vários estilos só em um só romance. Il a expérimenté plusieurs styles pour créer pour trouver une originalité propre à sa personne. Então ele é um romance de um western, ou seja, ele pega a linguagem do cinema e tenta transportar essa linguagem do cinema para a literatura. E eu faço isso mesclando diversas linguagens, linguagem do teatro, linguagem do... até mesmo a linguagem quase de videogame, tem uma cena que a... Vai traduzir, se quiser traduzir. Alors, dans ce livre, il a apporté, il a un peu mélangé les termes du théâtre à la littérature pour pouvoir créer un style assez original et ça ne s'arrête pas juste au cinéma, il va jusqu'au théâtre et d'autres arts afin de créer en fait cette originalité. E, por exemplo, tem uma cena que é uma perseguição que a página se divide em dois para narrar dois pontos de vista ao mesmo tempo. Donc en fait, comme on peut le voir, les pages sont divisées en deux parties qui sont en fait deux points de vue différents. É um recurso claramente cinematográfico. Oui, c'est clairement en fait cinématographique au niveau du style. É o que no cinema se chama split screen, que, por exemplo, o Brian De Palma usou bastante em Carrie, em vários clássicos do cinema dos anos 70, e que eu pensei, como que eu consigo traduzir algo próprio da linguagem cinematográfica para a littérature. En fait, c'est quelque chose propre, c'est une technique propre au cinéma, donc qui a été utilisée notamment par Brian De Palma dans les années 70. Et en fait, la grande problématique, c'était comment retranscrire cette notion cinématographique à la littérature. E então é um livro que, apesar de ser muito fácil de ler e ser um livro de entretenimento, ele é muito experimental na forma para justamente... É um livro que só é possível na juventude, quando alguém quer experimentar muitas coisas diferentes.
En fait, donc, c'est un livre qui, au-delà d'être assez simple dans sa forme, est assez expérimental en fait, notamment pour le lecteur, c'est une expérience. Vous avez des questions? Alors, il y a quand même une constante pour moi qui était lecteur, effectivement, c'est le sourire qu'on a quand on lit ce livre. Du début à la fin, c'est un livre qui est drôle d'un bout à l'autre, parce qu'il y a en permanence un second degré. E o livro, além de ser uma história que é um western, ou seja, é algo mítico, ele também tem a história da pessoa que está escrevendo essa história, que é o que na França chamam de mise en abîme. Donc en fait, au-delà d'être un western dans le style, il y a aussi, comme il l'a expliqué avec le terme français, une mise en abîme en fait. L'histoire est contée par le personnage même. E então há duas, digamos, níveis de leitura. Uma é você quer saber a trama, você quer saber quem é o assassino, basicamente, uma trama tradicional. E a outra você quer descobrir por que alguém resolveu contar essa história. Eu acho que a busca de quem é o narrador, por que essa história é relevante para ele, é tão importante quanto a trama principal. En fait, il y a deux trames, donc deux niveaux de lecture différents. Il y a donc la première trame qui est donc la recherche de l'assassin, la découverte de l'assassin. Et il y a aussi la deuxième trame en fait qui est pourquoi le narrateur compte-t-il cette histoire? Comment cette histoire est-elle arrivée jusqu'au narrateur? Dessa maneira, eu acredito que o livro também funciona para dois tipos de leitor. Aquele que quer ler um livro só por diversão, que gosta de livros mais comerciais, e para, digamos, algum leitor que busca ficção literária. Eu escrevi esse livro pensando em construir uma ponte entre o que se consideraria alta cultura e baixa cultura. Donc, en fait, ce livre est fait pour deux types de lecteurs. Il y a celui qui recherche le divertissement, qui va plus se tourner vers des livres commerciaux, des fictions commerciales. Et il y a le deuxième type qui est plus en fait pour un lecteur averti qui aime la fiction littéraire. Donc en fait, Monsieur Chercheneski a fait ce livre en fait en pensant créer un pont entre deux types de lecture, on va dire un haut type littéraire et un type littéraire plutôt bas en fait. Mas vocês devem ter em mente que eu escrevi quando eu tinha essa idade. Eu era muito jovem e ele era um livro com todo acho que o desespero e o frescor da juventude. C'est un livre un peu qui traduit toute la difficulté des jeunes auteurs en fait et toutes ces problématiques-là. Oui, mais qui est le narrateur? É engraçado que na França, me parece, como estrangeiro, me parece que na França as pessoas sempre querem saber se a história é autobiográfica. E a resposta nesse caso é não. En France, c'est drôle parce qu'en fait, les Français cherchent toujours à savoir si le narrateur, en fait, c'est un point de vue autobiographique. Mais bon, dans ce cas-là, la réponse est non. Eu escrevi esse livro quando no Brasil predominava um realismo muito duro, que narrava só a história das próprias pessoas, que até é meio banal, um escritor escrevendo sobre um escritor de classe média bebendo no bar. E o meu livro, que é delirante, cheio de imaginação, é de certa forma uma resposta ao realismo predominante na literatura brasileira da época. En fait, à cette époque-là, la littérature brésilienne était très marquée par un certain réalisme. Les écrivains, en fait, écrivaient un petit peu sur leur propre vie, sur leurs propres expériences. Par exemple, un écrivain de classe moyenne va décrire un personnage de classe moyenne. Et Monsieur Chercheneski voulait, en fait, se créer un style propre à travers un style plutôt délirant à ce niveau-là, donc hors des normes de l'époque, qui est en fait une sorte justement de réponse à ce réalisme. Alors le côté délirant,
Bon, d'abord, il n'a pas tout à fait répondu à ma question précédente. Parce que le narrateur du livre, c'est un monsieur d'âge mûr, et entre autres, qui a pas mal de problèmes avec l'informatique. Ah, oui. O narrador, você acompanha não só a história, mas o processo de escrita da história. Le narrateur suit un processus tout au long de l'écriture de l'histoire. E as dificuldades que ele tem, que ele é um senhor de idade, ele é um idoso na G, é que ele tem dificuldade, ele começa a escrever na mão, depois ele passa para a máquina de escrever, e depois ele passa para o computador, e um vírus apaga um trecho da história. Então eu coloco vários recursos exteriores à história, alterando a história. Alors le narrateur est un personnage assez âgé, avec des difficultés avec l'informatique. Il commence à écrire à la main, puis il passe avec la machine à écrire, avec une machine à écrire. Et après l'ordinateur. Après l'ordinateur, en fait, il passe par plusieurs processus pour arriver à trouver, à raconter en fait cette histoire. E há, por exemplo, um capítulo inteiro é apagado, porque, enfim, o computador pega um vírus e é como se você não pudesse acompanhar um pedaço da história por fatores externos à história. Alors, pendant qu'il se débrouillait avec l'ordinateur, a été attaqué par un virus. Voilà, et alors ce qui est intéressant dans le roman et ce qui est très drôle, c'est que ça se présente sous cette forme. Là, je vous lis le passage. On est dans le manuscrit, hein. Miguel, c'est un des personnages du roman. Miguel ouvrit la bouche pour parler, et alors il dit, et là, une demi-page de ces signes cabalistiques là qu'on a sur l'ordinateur, vous savez, le mot barré et tout ça, voilà, toute la page se termine comme ça. Chapitre suivant, mince alors, je m'exclame tout seul chez moi. J'ai vraiment un gros problème. Apparemment, ce n'était pas une bonne idée de taper toute l'histoire sur ordinateur. Regarde-moi ce travail, j'ai dû attraper un virus sur Internet ou quelque chose comme ça. Donc l'explication des signes et de la page, c'est tout simplement un virus. Et après, on a un chapitre ou deux où il est obligé, le malheureux, de faire venir son fils pour réparer l'ordinateur parce que lui ne sait pas le faire. Mas eu resolvi fazer isso porque basicamente a trama de western, que é, digamos, a trama principal, você vai ler ela cheia de buracos, cheia de falhas, cheia de incompletudes, porque por fatores externos. E eu acho que essa é a grande sacada, a ideia de que você pode perder um capítulo. Donc, en fait, M. Chercheneski s'est résolu à l'écrire ainsi parce que, en fait, cette trame de western va être complètement remplie de trous, de morceaux manquants, parce que, à cause des facteurs externes qui affectent en fait le personnage principal. Et c'est une sorte d'immersion, en fait, tout simplement. On est à la place du narrateur. Et pendant ce temps-là, eh bien, le western continue. C'est-à-dire qu'on a les deux familles ennemies, le duel qui va se faire. Le duel, c'est la scène qui est racontée, comme il le disait tout à l'heure, avec la page coupée en deux, et on a la pensée de chacun des personnages. Hein, l'un qui dit par exemple « Oh, si ça continue, il va tirer », et l'autre dit « J'ai intérêt à bien viser si je veux l'avoir », enfin le tout en parallèle, hein, comme si on était au cinéma. Et puis, eh ben, le délire, peu à peu, entre dans le roman, qui était relativement raisonnable jusque-là. Il a une demande? Gostaria de voltar pouco sobre essa sua técnica de usar duplo ponto de vista. Eu não tive a oportunidade de ler o seu livro, mas gostaria de saber se essa técnica é usada até o fim da história ou só no capítulo. Não é usada até o fim da história. Como eu falei, cada capítulo eu uso uma técnica narrativa diferente, que pode, enfim, os críticos vão dizer que é algo muito pós-moderno,
Mas isso, na verdade, existe há muito tempo na literatura. O grande clássico brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tem esse mesmo recurso, que cada capítulo ele emprega uma estratégia narrativa diferente. Pois então, como você conseguiu juntar todas essas técnicas diferentes para guardar essa ideia principal, que o primeiro ponto de vista é esse cenário do western? Como você conseguiu adaptar todas essas técnicas? Porque geralmente no cinema, antigamente, é um pouco essa técnica que é usada, esse duplo ponto de vista, e agora você acabou de dizer que não é todo livro que é escrito desse jeito. Não sei se você entendeu um pouco. Não, eu entendi, mas eu acho que o livro ficou, o resultado final, ele é fragmentário. É um livro totalmente feito de fragmentos incompletos. E eu não tentei fazer um todo perfeito. Eu gosto da ideia de que o livro, ele tem suas arestas, ele tem seus ângulos fechados. E o resultado é esse. Eu não fechei, eu não resolvi. Eu deixei os erros, eu deixei o excesso, o acidente. Donc, en fait, le livre est plutôt fragmenté. Monsieur Chercheneski n'a pas cherché à faire quelque chose de parfait. Exactement. C'est un peu comme si le livre il pensait en fait ses propres angles, ses propres points de vue. Et il a laissé en fait volontairement les erreurs à l'intérieur. Se você tiver alguma... Então, esses erros justifica o fato que você tinha 20 anos antigamente. Será que podemos pensar assim? Não chamo de erro exatamente porque são erros deliberados. Eu quis cometer esses erros. E eu acho que é o tipo de experimento que você faz realmente quando você é jovem. Meus outros livros são muito mais ordenados, pensados, planejados. Esse livro é uma espécie de explosão. E a explosão é como uma granada, voa pedaços para tudo quanto é canto. Eu quis fazer isso em cima de uma narrativa que é uma narrativa tradicional, que é uma narrativa mítica do western. Marche aussi? Non. Ça marche. Donc, en fait, ces erreurs étaient délibérées. Merci. Ces erreurs étaient délibérées et c'est quelque chose que l'on fait en fait quand on est assez jeune. C'est un style assez jeune en fait. C'est exactement en fait le contraire d'une écriture plutôt planifiée, plutôt organisée, plutôt pensée pendant quelques temps. C'est plus, on va dire, c'est plus spontané en fait. Et cette narration, il l'a superposée à une narration plus classique en fait. Cette narration, en fait, elle est délibérée. Il l'a fait délibérément pour, on va dire, contreposer la jeunesse et dépasser cette littérature en fait un peu traditionnelle. Donc dans un style, il laisse ses erreurs délibérément. Voilà, mais en prenant un petit peu de recul, une des caractéristiques de la littérature moderne, ça remonte à 1960 quand même. La littérature actuelle latino-américaine, c'est justement une espèce de conquête d'une liberté qu'ont pris les auteurs pour sortir des cadres traditionnels. Et c'est ce qui fait l'originalité de la littérature de pratiquement tous les pays d'Amérique latine à partir de ces années 60, à partir de l'époque du boom, mais pas seulement. De prendre une liberté qui fait que peut-être qu'effectivement on ne fait pas un livre parfait, formellement, enfin ce qui était appelé parfait auparavant, mais qu'on fait un livre qui est beaucoup plus libre et qui peut aller jusqu'au délire, ce qui est le cas de La Vallée du Sable. On en parle très sérieusement là, mais c'est un livre effectivement qui prend des allures de folie complète à la fin et qui entraîne le lecteur j'allais dire dans un éclat de rire à la fin, ou alors c'est la déprime complète, ou alors on rit de ce qu'on lit. Je comprends pas.
E é engraçado que todos os meus livros, inclusive os que não saíram em francês, eles têm um final bastante anticlimático. Todos os meus livros, eu pego um gênero comercial, popular, e eu subverto esse gênero. E uma das subversões é justamente o final, de deixar muitas coisas não resolvidas. Alors en fait, ce qui est assez drôle dans tous ces livres, même s'ils n'ont pas tous été traduits en français, c'est la fin. Au niveau du reste du livre, le genre est assez commercial et commun, mais ce qui est subversif en fait, c'est justement la fin où il va laisser beaucoup de questions en suspens. E, inclusive é algo que eu recebo muitas críticas, porque às vezes quem pega o meu livro pensando que vai ler um best-seller porque ele é vendido como uma história de terror, como uma história de ficção científica, de policial, acaba ficando frustrado porque eu acabo não satisfazendo as convenções do gênero. É como se eu pegasse algumas convenções e rejeitasse outras convenções do gênero literário. En fait, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont été un petit peu secoués, parce que bon, certains de ces livres sont écrits beaucoup avec du genre, donc des livres de genre, de la terreur, du policier notamment. Et en fait, ce qui a frustré les gens en convention, c'est pour les fans de genre justement, car il y a cette touche commerciale qui vient un peu casser le style. Il y a une chose pour le lecteur que je trouve assez insupportable, c'est d'avoir l'impression que l'auteur, pas le narrateur, se prend au sérieux. Se prendre au sérieux? Oui, se prendre au sérieux. E eu não me tomo nada a sério. Eu não me levo nada a sério. Il ne prend rien au sérieux. Eu queria saber qual dos dois livros, se foi o F ou o Areia nos Dentes, que foi mais vendido. Ou os dois foram iguais, não sei. Vamos por partes. O Areia nos Dentes, como eu disse, eu escrevi aos 22 anos. Eu publiquei pela minha própria editora independente, uma tiragem mínima. E o livro teve bastante sucesso de crítica, por isso uma editora grande foi lá, comprou os direitos e republicou. Mas o F vendeu bem mais. E eu acho que é um livro muito mais sólido, é um livro que para de pé. Ele é muito menos ingênuo. Mas eu acho que, enfim, foi essa a diferença. O F vendeu com certeza muito mais, 3 vezes mais. E foi, enfim, teve os direitos vendidos para o cinema. Vamos torcer para que algo aconteça. Só deixa eu traduzir para... En fait, La Vallée du Sable a été un livre qu'il a écrit à 22 ans et il l'a fait éditer donc à sa propre maison d'édition indépendante. À l'époque, il a été édité à un très bas tirage. Donc il a eu pour ce long un succès critique assez grand, ce qui fait qu'il y a eu de nouveaux tirages, donc en plus grand nombre, qui ont été faits. C'est un livre qui est considéré en fait touchant comme un plus large public. Et j'ajouterais que ce livre a trouvé un public en France. Também foi o F que, assim, teve uma certa diferença entre o público, assim, que mais comprou foi o público jovem, ou não sei, foi o F atraiu mais o público jovem ou foi o outro? É complicado essa história de público, porque eu acho que eu fico às vezes num limbo. Meus livros no Brasil às vezes são considerados intelectuais demais para um público que só lê best-seller e são
são populares demais para os acadêmicos, intelectuais, etc, etc. Então, muitas vezes eu fico perdido entre um e outro. E as leituras mais, enfim, na mídia acabam sendo ou de um lado ou de outro. E é engraçado porque são leituras muito diferentes. São como se cada pessoa estivesse lendo um livro diferente. Eu diria que o Areia nos Dentes agrada um público mais jovem que o F. O F acho que se comunica com um público talvez mais adulto. Donc en fait c'est compliqué cette histoire de public parce qu'en fait au Brésil il y a cette tendance donc à faire des livres plutôt intellectuels qui s'adressent à un public plutôt intellectuel. Et à côté de ça, en fait, certains livres plus populaires vont être un petit peu plus mal reçus, notamment par cette critique en fait intellectuelle. Donc Monsieur Cherchenes, qui est un peu perdu entre les deux lectures, exactement, l'une et l'autre, qui sont assez différentes. Après, Aval et Gustave va s'adresser vraiment plus à un public jeune que F, par exemple. Alors, avant de passer au deuxième roman, là, peut-être une ou deux questions sur j'hésite à utiliser le terme de métier d'écrivain. Est-ce que c'est un métier pour toi? Escrever, para mim, não é trabalho porque eu não consigo pagar minhas contas. Écrire n'est pas un vrai métier car il n'arrive pas à payer ses factures. Olha, eu tive muitos empregos nesta vida. Eu já trabalhei com redes sociais, eu já fui DJ, eu já fui ghostwriter de celebridades, tradutor, mas tradutor também não paga. Consigo pensar em vários trabalhos pequenos que eu fiz. Oficina para terceira idade. Oficina para terceira idade. Ah, donc en fait il avait passé par beaucoup de travaux, donc notamment sur les réseaux sociaux, il a été aussi DJ, Ghostwriter. O que é Ghostwriter? Uma celebridade, todas as celebridades no Brasil são semi-analfabetas. Ah, nègre en français, donc. E eu escrevo fingindo que sou outra pessoa, porque se sai pelo nome com o rosto de outra pessoa, o livro vende mais. Donc voilà, en fait, il va écrire un livre pour quelqu'un d'autre, donc il va sortir sous son nom. En fait, il a été aussi traducteur. On ne demande pas qui. Eu tenho contrato de sigilo. Comment? Contrato de confidencialidade. Ah, d'accord, on ne peut pas divulguer parce qu'en fait, il y a un contrat de confidentialité. Mas quase nenhum escritor no Brasil vive de escrever. Na verdade, eu não ganho dinheiro, eu escrevo só durante meu tempo livre, que é à noite ou de madrugada ou nos fins de semana. Por isso, talvez que todos os livros brasileiros sejam bem mais curtos que os livros americanos ou europeus. Donc en fait, il est écrivain, il écrit quand il a le temps exactement, en fait, que ce soit tôt le matin, de nuit, les fins de semaine. C'est le cas de beaucoup d'écrivains brésiliens. En fait, c'est ce qui fait que les livres brésiliens sont plus courts que les livres américains, par exemple. Além do fato que seja prazer por você escrever de madrugada de noite, gostaria de saber qual seria essa força que me permite de ficar tarde à noite e se acordar muito cedo amanhã para poder escrever. É uma ótima pergunta. Várias vezes eu detesto a escrita, eu penso que é como um vício desagradável, é como fumar um cigarro. É algo que eu deveria me livrar, porque não me dá dinheiro e não me dá alegria. Donc plusieurs fois en fait il s'est dit que écrire était un peu une addiction qu'il détestait, un peu comme fumer une cigarette, puisqu'il se sent obligé d'écrire et malheureusement ça ne lui fait pas gagner autant d'argent. Mas eu acho que há um valor terapêutico muito forte, que eu acho que eu pessoalmente eu sinto um desejo de me expressar e de dizer coisas. É um desejo que talvez não estivesse tão marcado no meu primeiro romance, que é um livro mais ingênuo, mas no outro romance, nos outros dois romances que eu acho que fazem perguntas que para mim são relevantes, eu acho que há realmente um desejo de trabalhar algumas questões pessoais minhas e de compartilhar elas com o mundo.
une façon de s'exprimer, on va dire, pour nous c'est, on va dire, déstressé. Et à la même occasion, il exprime et relève des questions afin de les partager avec les autres au fur et à mesure. E como você prepara a sua escrita? Enfim, se você prepara, não sei, se de repente você se diz que hoje eu vou escrever sobre tal coisa e amanhã eu vou decidir de escrever sobre isso e botar tudo junto, como você procede a... Cada livro teve uma maneira diferente, mas acho que o exemplo mais interessante é o do F, que é meu segundo romance. Eu escrevi ele em 4 anos. 4 anos? Enfim, eu acho que é um livro que exigiu muita pesquisa. E eu fiz isso quando eu tinha um trabalho em tempo integral, mais tradução, mais doutorado. Se quiser traduzir para não ficar muito bom. Alors, en fait, chacun de ces livres a une méthodologie différente et il doit faire beaucoup de recherches afin d'élaborer ses ouvrages. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de... Eu trabalhava, eu tinha muito pouco tempo livre, então por muito tempo eu só pesquisei. Donc, il n'a pas vraiment beaucoup de temps libre à cause de ses recherches. E, enfim, o que eu fazia é que eu planejava ao máximo o que eu ia escrever antes de escrever. Eu dizia, neste capítulo tem que acontecer tal e tal coisa, porque eu só vou ter 2 horas no sábado para escrever. Então, nessas 2 horas eu tenho que ir muito rápido. Alors, dans sa méthodologie, en fait, il fait comme... c'est un peu planifié et il se donne un temps limité pour écrire un chapitre. Et dans ce chapitre, il doit se dire qu'au bout de 2 heures, il faut qu'il ait raconté les idées qu'il ait programmées, planifiées avant. Donc c'est un peu un travail fait rapidement, chronométré. Então, eu acho que, assim como no A Vallée du Sable, eu falei, né, que coisas externas alteram a trama. Um vírus de computador altera a história. Eu acho que da mesma maneira, as minhas dificuldades de encontrar tempo livre alteram a maneira que eu escrevo. Alors, les alternations dans son livre se voient dans les alternations, enfin dans ça. En fait, elles sont influencées par justement la trame. Donc, il est beaucoup influencé par la trame de son histoire, qui, enfin, non. Je peux essayer de parler les mêmes choses en français. Comme dans mon premier roman, je dis que le narrateur, il y a beaucoup de choses qui changent le trame, comme le virus dans l'ordinateur. Et je vais faire ça sur l'histoire de le livre. Mais c'est vrai, parce que des choses totalement extérieures changent le moyen d'écrire d'une personne. Je pense que j'écris d'un mode très plané dans mon deuxième roman, parce que je dois planer beaucoup, parce que je n'ai pas de temps libre pour écrire. Vous me comprenez en français? Então, eu gostaria de saber se o meio ambiente influi a sua escrita. Sim. Oui. Você diz o meio ambiente, por exemplo, aonde você mora, em que estado do Brasil, se durante a sua essa época onde você escreveu a sua primeira escrita, que você tinha uns 22 anos por aí, sim, será que a cidade onde você mora, teve uma influência com sua escrita? Eu acho que, sem dúvida, mesmo que nem que seja de rejeição, por enfrentamento. Por exemplo, esse meu primeiro romance eu escrevi morando em Porto Alegre, que é uma cidade horrível, detestável.
E por isso, talvez eu tenha escrito uma trama que se passa tão longe, num cenário tão imaginário, porque eu não conseguiria imaginar uma trama que se passasse numa cidade tão feia. Então, hoje em dia, será que podemos dizer que os escritores brasileiros, de um jeito assim geral, um momento. Pode repetir? Então, será que os escritores brasileiros, em geral, segundo o meio ambiente, têm uma escrita diferente? Como você disse que morava em Porto Alegre, que é uma cidade muito Horrível. Será que uma pessoa de Fortaleza, ou pode ser Rio de Janeiro, teria uma outra escrita? Eu acho que cada parte do Brasil tem uma maneira de escrever muito diferente, sem dúvida. E, por exemplo, eu acho que Minas Gerais é muito parecida com a maneira de Portugal, por exemplo, e que o Sudeste escreve de uma maneira diferente do Nordeste. Brasil, você tem que pensar não como um país, mas como um continente. En fait, effectivement, selon la région, les écrivains brésiliens n'écrivent pas de la même façon exactement. En fait, chaque région va être différente. Selon où vit l'écrivain, par exemple, le Minas Gerais va avoir un style plus proche du Portugal, alors que le Sud-Est, ça va être encore un autre style qui va être encore différent de celui qui est dans le Nord-Est. En fait, il faut penser le Brésil non pas comme un pays, mais comme un continent. Question difficile, personnelle. Ah, merci. Quelles sont vos influences culturelles pour écrire? Quais são as influências culturais? Beaucoup des influences, je pense que peut-être le... Comment c'est répondre en français? J'essaierai de répondre en français si j'ai des difficultés, j'ai besoin d'aide. Il y a un écrivain qui m'a connu. Qui vous a beaucoup marqué? Qui s'appelle Thomas Pynchon, c'est un nord-américain. C'est la première fois que j'ai vu une personne faire un livre, un roman très expérimental avec des genres très populaires. Il fait un mélange entre le western aussi, mais un western fou, délirant. Et pour moi, il m'a Il l'a vraiment beaucoup marqué. Mais je pense que chaque livre a une influence différente, peut-être une influence de cinéma, de littérature, de philosophie. Par exemple, mon dernier roman, qui sera sorti l'an prochain sur la rentrée littéraire, est très influencé par un écrivain français que je ne sais pas dire le nom. Du siècle XIX. Il a écrit un écrivain français qui a écrit un livre qui s'appelle Là-bas sur satanisme, que j'aime beaucoup. C'est un livre très que c'est la base de mes romans. En fait, c'est la base de son dernier roman. Alors, j'ajouterais juste, parce que je vois des grands regards un petit peu... Bon, effectivement, Huysmans, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du tout en France et qui est un excellent écrivain de l'époque de Maupassant, si vous voulez, influencé par le Théophile Gautier fantastique, les histoires de fantômes, de deuxième existence, etc., et qui a un langage extrêmement raffiné. Bon, Là-bas, c'est son roman le plus connu, il est en folio, il est à disposition, et c'est vrai que c'est une découverte pour beaucoup de Français, on ne connaît pas Huysmans, on ne connaît plus. Oui, en Là-bas, il décrit une messe noire, c'est comme une ironie de la messe chrétienne pour les satanistes, et ces descriptions m'inspiraient beaucoup. Deux personnes.
Première elle, après vous. Hoje em dia, você está morando em São Paulo ainda? E você pretende voltar para o Sul? Ou Jamais. ficar... Jamais. Ah, ficar em São Paulo. Amo São Paulo. Para quem não sabe, o Brasil está passando por um momento político, econômico muito difícil. Eu acho que São Paulo é uma das poucas cidades que ainda resiste culturalmente e que é possível ter empregos na área de cultura. E também é uma única cidade onde você pode andar a pé sem ser assaltado. En fait, comme vous le savez peut-être, le Brésil est en train de passer par un moment politique et économique assez difficile. En fait, et Sao Paulo est un de ces lieux en fait qui résiste encore à cette tendance. C'est un des rares lieux au Brésil où il est possible de trouver, par exemple, de travailler dans le domaine de la culture. Entre brasileiros e portugueses? É uma diferença muito grande. Eu acho que dá para falar em vários sentidos, mas literariamente são dois mundos à parte. Eu, vendo como brasileiro, eu vejo a literatura portuguesa muito mais associada a uma prosa poética do que o Brasil. O Brasil tem uma narrativa talvez muito mais comercial até, porque é muito mais narrativa do que Portugal. Não é uma crítica de valores, é apenas uma constatação. Eu acho que são dois estilos diferentes de olhar a literatura. En fait, c'est deux mondes littéraires complètement différents. Pour lui, deux mondes vraiment à part. Le Portugal, par exemple, va avoir un style littéraire beaucoup plus poétique en prose, alors que le style brésilien, ça va être une narrative commerciale vraiment basée sur la narration. Donc ce n'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une constatation. Non, mais je parle au niveau des cultures aussi, comportement des gens, etc. Eu nunca estive em Portugal, apenas 6 horas. Eu não posso dizer muito. Se eu dissesse, seria um estereótipo. En fait, il ne connaît pas bien, il n'y est jamais allé au Portugal, moi il n'y est jamais resté, donc s'il ne peut pas en parler, sinon ce serait plus basé sur des stéréotypes en fait. Obrigado. Ela, a paulista. Qual é o seu horário? Qual que é o seu autor brasileiro favorito? E qual que é o que você mais gosta de ler, assim, o tipo de livro que você mais gosta de ler? De todos os tempos ou contemporâneo? Pode ser de todos os tempos. De todos os tempos eu voto com a maioria no Machado de Assis, foi realmente o que mais me inspirou. Machado de Assis, que é o centro do brasileiro. Mas hoje em dia tem muita gente boa. Na poesia eu diria que a Angélica Freitas, que também vem do Sul, é talvez a melhor escritora brasileira em atividade, a Angélica Freitas. Ela é da poesia, mas ainda assim, enfim, se vamos considerar todas as áreas, eu acho que dos contemporâneos ela é a melhor. Ela não é traduzida para o francês, eu acho. En fait, il y a beaucoup d'auteurs brésiliens qui sont excellents. Alors, dans la littérature, plus ça va être Machado de Assis. Ensuite, au niveau politique, donc ça va être un auteur qui vient du Sud, exactement. Angélica Freitas, é uma poeta. Angélica Freitas. Para mim, de todos os escritores jovens, vivos, jovens contemporâneos, ela é a melhor. De tous les écrivains en fait qui sont jeunes et contemporains, c'est la meilleure vraiment. E aussi
Também daí na área de romance, eu diria que Michel Lau, que é muito traduzido para o francês. Donc il y a aussi Michel Lau qui a été beaucoup traduit en français dans le domaine littéraire. Et le cinéma brésilien. Je n'aime pas. Non, il existe, il est en... Je n'aime pas le cinéma brésilien, je pense que le français est bien meilleur. E você gosta dos romances da Clarice Lispector ou não? Gosto. Resposta rápida, sim. Resposta lenta, sim e não. Ela... Enfim, eu acho que tem um nível, às vezes, de abstração que ela chega, de muito sofrimento, muito vida interna, que eu me perco. Por exemplo, o romance Água Viva, que muita gente considera uma obra-prima, eu considero chatíssimo e insuportável. Mas é uma opinião que eu não costumo defender em público. Donc en fait, réponse rapide, oui. Réponse plus lente, oui et non en fait. Cet écrivain en fait atteint des fois un niveau d'abstraction et de souffrance en fait qui le perd. Un de ses livres, donc Água Viva, serait même ennuyeux en fait. Alguém tinha uma pergunta? Bonjour, combien de temps pour écrire A Vallée du Sable? Non, si gente veio pergunta também, sério. Ah oui. Combien de temps? Un année et demi. Une année? Une année. Un an et demi, c'est c'est très court. Parce que j'ai beaucoup du temps libre, j'ai vécu avec mes parents, je n'ai travaillé pas. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu ponto de vista sobre os escritores franceses e qual é a diferença entre essas escritas? Entre l'écrivain français et l'écrivain brésilien? C'est étrange parce qu'en Brésil, peu d'écrivains français arrivent. Les écrivains français qui sont populaires en Brésil n'est pas les mêmes qui sont populaires en France. Je pense qu'il y a tendance très autobiographique, conventionnelle en France, qui seulement maintenant au Brésil commence à faire. Mais qu'en France, il existe beaucoup du temps. Et je pense que c'est la plus grande différence. Mais j'aime beaucoup des écrivains contemporains français. En Brésil, il est très populaire, Laurent Binet, que j'aime beaucoup. Il a écrit H, qui c'est un roman sur la Deuxième Guerre, mais en même temps autobiographique. Il mélange... je pense que c'est la même chose que je voudrais faire à Vallée du Sable, mais il fait meilleur que moi. Bonjour, tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas votre vie avec l'écriture, mais votre livre il a été traduit, donc c'est bien qu'il doit avoir du succès quand même. Pas d'argent. Non, en Brésil est un pays géant, comment je veux dire. Il y a 200 millions de personnes, mais il y a un analphabétisme fonctionnel horrible, comme 25%
sont analphabètes fonctionnels. Il n'y a pas de lecteurs au Brésil, spécialement pour la littérature contemporaine. Les écrivains, même les plus populaires, vendent comme 3000. C'est rien. Et c'est impossible de vivre en Brésil avec les ventes. Mais les traductions, même les traductions, vous gagnez 6% de droite des prix d'un livre. Si vous achetez un livre de 15 euros, vous pouvez faire Je ne gagne pas d'argent, non. Je pense que par la Vallée du Sable en France, je gagnais comme 1200 euros. Non, c'est bien, mais c'est impossible de vivre par beaucoup des années. Et même les ventes pour le cinéma, non, c'est impossible. En Brésil, quelques ans avant, il y avait beaucoup d'événements qui payaient les auteurs, mais tout est fini. Même sur l'université, par exemple, j'ai fini maintenant mon doctorat en théorie littéraire, mais je n'ai pas de bourse pour faire ça. Et ainsi que tous les écrivains ils travaillent full-time jobs, ou ils battent cartão, como você registra o horário que você entra, registra o horário que você sai. Ponter? Oui, tous les écrivains comme moi doivent ponter, ont du travail régulier et faire des petits autres travaux pour payer les loués parce que c'est très cher. Et c'est une question récurrente en Brésil, comment je payerai mon loueur? Merci. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres langues que le français ou votre livre il est traduit. Je suis traduit, Vallée est traduit pour les Espagnols. Un livre de nouvelles sera traduit pour les Italiennes. Et j'ai des nouvelles traduites pour l'anglais et l'allemand. Merci beaucoup. Aqui na França, somos muito acostumados a ter muitas escritas de denunciação. Não sei se você... A pergunta é, se amanhã você devia escrever um livro e falar sobre, por exemplo, o que houve há um ano ao Brasil, que foi objeto de uma crise econômica. E do fato disso foi... e essa crise foi devido o golpe sobre essa história do Lava Jato e tudo. Então, você seria capaz de escrever, não um livro, mas uma escrita que seria pronto a denunciar esses atos? C'est une question très importante et très difficile, je pense, en même temps, parce que... não sei se eu falo em português ou em francês. En portugais. Donc en fait la question était de savoir si Anton Czerchenesky pourrait en fait faire un livre qui serait plus dans la dénonciation et qui en fait dénoncerait tout ce qui se passe actuellement au Brésil politiquement, comme le Lava Jato et tous les récents événements. Eu seria mau escritor desta obra imaginária. Eu acho que tem gente muito melhor do que eu escrevendo uma literatura mais politicamente engajada. Eu reconheço as limitações. Eu acho que o meu tipo de ficção, o que eu sei fazer, passa pelo político, mas passa indiretamente pelo político, nunca diretamente. Justamente desse fato de passar indiretamente, como um pouco esse estilo de escrita que temos, que sempre que entre duas linhas podemos entender algo, será que você não poderia tentar ou experimentar?
Donc, en fait, auparavant, il avait expliqué que la politique, il en traite, mais vraiment indirectement, parce qu'il considère que certains autres auteurs sont engagés, sont peut-être meilleurs que lui, et là où il se sent bien, c'est dans le domaine de la fiction. Et donc, la question que vous aviez posée, c'était de savoir si, en fait, comme il traite de la politique indirectement, il ne peut pas, en fait, tenter de le faire directement. Eu acho que o que eu faço, o meu livro, no segundo romance F, ele é muito sobre o risco de uma geração que não se interessa por política e do eterno risco de cairmos de novo no fascismo, que, se você acompanha a política brasileira, você sabe que o risco de voltar ao fascismo no Brasil é iminente. E eu trato desses assuntos, mas a gente tem que se perguntar, a gente tem que fazer o exercício de se perguntar quem que o livro atinge, se a gente está escrevendo num país com tão poucos leitores, cujos leitores são de uma elite ilustrada. En fait, dans son second roman, F, il en traite un peu par le fait qu'il traite notamment d'une jeunesse qui est assez dépolitisée et du risque que ça engendre de tomber facilement dans le fascisme, en fait. Car, comme vous le savez, enfin, comme il l'a expliqué, il peut y avoir une certaine facilité à ce que le fascisme revienne, en fait, au Brésil, notamment à une tradition politique avec des élites bien en place. Obrigado. Bom dia. A nível da educação, no Brasil e mesmo na América Latina, há uma vontade de popularizar a literatura, ou não? Ou, não sei, a ação para intervir, conscientizar com a juventude ou outra? Havia muitos programas de incentivo à leitura. Vous voudrez traduire la question? En fait, la question, c'est de savoir si est-ce qu'au Brésil, il y a une volonté de créer des politiques pour populariser un petit peu la littérature. Tinha muitos programas de incentivo à leitura, mas nos últimos 1 ano e meio, desde que o presidente Michel assumiu, todos os programas foram cortados e não há mais verba para incentivo à leitura. Então, désolé. Il y en a eu effectivement, donc des programmes de lecture publique, mais bon, depuis 1 an et demi, depuis le changement de gouvernement, il y a eu des coupes qui ont été faites dans le budget de l'éducation et donc il n'y a plus ces programmes maintenant. Alors, est-ce que je peux ajouter, là, pour élargir un peu tout ça, que c'est le problème qui se pose dans le monde entier, ça, comment inciter les gens, le public en général, à lire. La lecture est un plaisir. Alors, quand on lit les 2 romans d'Antonio, on en est convaincu, parce que à Vallée du Sable, je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu un sourire de la première à la dernière page. Le plaisir de découvrir des choses, de découvrir une liberté, une fantaisie, et en même temps avec des idées qui sont derrière. C'est pareil pour F, dont j'espère qu'on aura le temps quand même de parler, pas très longtemps, mais on dira quelques mots sur ce roman. Et notre problème à nous, Espace Latino, on essaye de faire découvrir justement tout ce qui est en Amérique latine, cinéma, art et livres. Comment faire pour attirer les gens? On fait des rencontres. Il y a un public en France. Il y a un public, j'ai fait la même chose, l'équivalent de Belles Latinas au Chili il y a 2 ans. Il y a un public au Chili, mais un public extrêmement limité. En France, c'est à peu près pareil. Il est un peu plus important, mais je vais par exemple dans la même médiathèque de la banlieue de Lyon depuis des années. C'est toujours plus ou moins les mêmes personnes qui viennent, qui sont intéressées. Alors comment faire pour élargir? Et ça, je crois que personne, malheureusement, n'a la réponse. En France, on est plutôt bien placé pour ce qui est de la lecture, grâce aux lois du prix unique du livre, par exemple.
Dans les pays où ça n'existe pas, en Amérique latine, sauf au Brésil, les livres sont hors de prix. Donc on ne va pas inciter les gens à lire en faisant payer dans un pays qui est déjà pas très riche le moindre roman à 25 ou 30 euros, l'équivalent. Voilà. Et je vous dis, c'est un problème qu'on se pose tous. Alors c'est particulièrement intéressant d'en parler à des étudiants parce que vous êtes en première ligne pour essayer de faire ouvrir justement tout ça. Commencez par vous-même, lire le plus possible et puis inciter vos amis et tout ça. Voilà, c'est un travail qu'on a tous. Alors bon, il faut être modeste, mais il y a quand même un public de lecture. Hein. Le livre et le livre papier n'est pas prêt de mourir. Je crois que peut-être on pourrait essayer de commencer par publier sur Twitter, Facebook. Et là, on pourrait attirer beaucoup plus de gens si on commençait à utiliser d'autres supports. Je déteste les réseaux sociaux. Non, je vraiment déteste parce que j'ai travaillé avec des réseaux sociaux dans quelques emplois de points. Et après ça, j'ai arrêté mon Facebook, j'ai une page professionnelle, mais que je ne regarde rien. Et non, je déteste les réseaux sociaux. Je pense que, spécialement au Brésil, les pires de l'être humain est dans les réseaux sociaux. Des personnes que j'aime beaucoup en vivre en ligne sont des personnes terribles. Et maintenant, nous vivons un moment politique mauvais et toutes les personnes sont... Non, c'est les pires des personnes sont dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai une question pour Antonio. Après, você se au tout début, vous avez parlé, vous aviez des chats, c'est ça, deux chats? Oui, et j'aimerais savoir quelle est la place pour un écrivain des chats dans sa vie. J'ai écrit, j'ai deux chats et un est un chat très gros. Il aime montrer sur mes épaules et il semble comme ça. Et pendant que j'écris, c'est ça, c'est l'influence, le poids de les chats sur mes épaules. Ils sont très sympas et je manque beaucoup à eux. Ils me manquent beaucoup? Non, il me manque beaucoup. Você soube desde pequeno que queria ser escritor? Não. Eu tentei ser várias coisas na vida antes de ser escritor. Fazer como eu costumo narrar meu passeio pelas outras áreas. Aos 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito e daí Deus desceu do céu e me perguntou se eu queria ganhar dinheiro. E eu falei que não. Daí eu fui para Física. E daí eu fiz 2 anos de Física, Deus desceu do céu de novo e perguntou se eu queria ser feliz. Eu disse que não. Daí eu fui para Littérature. Et agora não tenho dinheiro e sou infeliz. En fait, non, il a fait plusieurs choses auparavant. Il allait de domaine en domaine, au niveau des emplois. Et en fait, à 17 ans, il arrivait en fac de droit. Et à ce moment-là, Dieu est descendu du ciel et lui a demandé est-ce que tu veux avoir de l'argent? Il a répondu non. Du coup, il est parti en sciences physiques. Et puis ensuite, Dieu de nouveau est descendu du ciel et lui a demandé qu'est-ce que tu veux? Et il a répondu être heureux. Et du coup, il est parti en littérature. Et maintenant, il ne gagne pas d'argent et il n'est pas heureux. E você faz o seu doutorado, você está fazendo em Na USP. Na USP. De letras mesmo? Teoria literária. E mesmo sendo horrível escrever, qual é, a nível de criação literária, em que momentos cria? E porquê que cria? Porquê que escreve? Levanta-se de manhã e precisa de exorcizar alguma coisa e escreve?
Ou não? Eu acho que sempre passa por um desejo de comunicar algo que não está claro nem mesmo para mim. Eu acho que a literatura tem uma espécie de opacidade, ou seja, não o oposto de uma transparência, e que meus livros são muito ambíguos e podem ser lidos de várias maneiras, mas que no fundo é uma tentativa de comunicação, assim, é como tentar estender a mão para alguém na esperança de que o leitor vai agarrar essa mão. En fait, l'écriture passe beaucoup par la communication. En fait, c'est un désir de communiquer quelque chose. En général, la littérature a une certaine opacité en elle-même, des fois une certaine transparence, mais il y a toujours une certaine ambiguïté. En fait, c'est la communication de cette ambiguïté. C'est comme écrire en espérant que quelqu'un, en fait, qu'une main se tende pour nous. Et alors, ce genre de rencontre est important pour un écrivain? Pardon? Oui, ces rencontres pour moi est très bien parce que je ne sais pas, c'est l'opportunité de regarder des personnes qui on lit ou voudraient lire ou jamais lire. mais tous les modes, pour moi c'est très bien. E que conselhos daria a jovens que gostariam de escrever, porque eu sei que há aqui alguns alunos que escrevem algumas coisas, que conselhos é que daria? Portanto, para serem escritores, para não serem escritores, para escreverem de manhã, para escreverem à noite, às 4 da manhã? Eu diria para as pessoas que querem escrever que só escrevam se realmente tiverem algo a dizer. Foi algo que eu demorei para aprender, na verdade. Que eu acho que se você não tem algo que você realmente considera relevante, não estou dizendo nem de dizer eu tenho uma mensagem, uma coisa que você queira perguntar, uma questão, uma inquietação que seja. Se você não tem isso, não vale a pena escrever, porque já publicam 2 milhões de livros por dia no mundo todo, então não vale a pena encher as livrarias com um livro que não tem nada para acrescentar. En fait, le conseil serait d'avoir quelque chose à dire simplement, car ce n'est pas forcément quelque chose avec un message profond ou quelque chose de super pertinent, mais quelque chose en fait à dire. Ça peut être un doute, ça peut être un sentiment, car en fait, il y a à peu près 2 millions de livres qui sortent par an, et ce n'est peut-être pas la peine de remplir les librairies avec du vent. Ou não? Não ouvi isso. Tem sempre imaginação para escrever ou inspira-se em alguma coisa? Não. Várias vezes eu reclamando de dinheiro, mas várias vezes me oferecem, você não quer escrever um conto para a revista tal? Mas o problema é que eu não tenho nenhuma ideia. E daí eu recuso. En fait, plusieurs fois il se plaint de l'argent et de la rente donc du métier d'écrivain, mais on lui a proposé plusieurs fois d'écrire pour des magazines, pour des revues, et bon, il n'avait pas forcément d'idée, donc il a tout le temps refusé en fait. Est-ce qu'il y a des autres questions? Você trouxe para a conferência de hoje algum dos seus livros ou não? Para vender? Désolé, era muito pesado na mala. Est-ce qu'il y avait en fait des livres, est-ce qu'il a amené des livres pour les vendre ici à la conférence, mais non du coup parce que ce serait un peu trop lourd dans le bagage? Mais les traductions existent à la bibliothèque universitaire. Oui, c'est meilleur en française. Le traducteur a amélioré mes livres. En français, il y a une liste de titres à écouter avec le livre. C'est vous qui les avez choisis? Tem lista na versão francesa que acompanha um livro. Será que é você que escolheu?
Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Il faut lire le livre avec la musique. Ah, oh non, non, pas du tout. Non, c'est une chose de cette maison de publication. Il demande de tous les écrivains qu'ils choisissent de playlist pour la musique. Mais en effet, c'est un roman très près de la musique pop des années 80. Et je pense que presque toutes les chansons sont toutes les chansons en fait sont mentionnées dans le livre. Ou existent pendant cette époque. C'est un avril du sable, c'est plus distant, la playlist. J'allais juste dire que c'est un principe de cette maison d'édition, qui est une jeune maison d'édition à Asphalt, qui publie que des romans urbains, c'est-à-dire à tendance polar, thriller, et tout ça, des romans très modernes. Et depuis le départ, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 ans, parce que c'est une maison d'édition récente, les 2 éditrices ont décidé de demander à chaque auteur d'ajouter une playlist à la fin des romans qui correspondent soit au roman, soit simplement au goût de l'auteur. C'est assez amusant comme idée. Je suis marié. Oui. Et elle est là. Maintenant, elle est rouge pour vergonha. Porque você sabe se influi sobre suas escritoras? Sim, influencia muito. Não, é verdade. Ela vai morrer de vergonha agora. Influencia muito porque é muito. O Stephen King ele fala isso, que se você precisa ter uma vida um pouco regrada como escritor, que se você se eu saísse todas as noites e tivesse noites muito loucas, não tivesse um pouco de vida regrada de casado, seria muito difícil eu conseguir me organizar para escrever. E eu acho que eu sou uma pessoa muito louca e difícil de lidar. E eu acho que a minha esposa, ela neutraliza um pouco a minha loucura e me acalma um pouco, porque eu sou muito ansioso. E então ela tem um efeito muito positivo em mim, ela me impede de me jogar pela janela, então eu acho que enfim, me incentiva a escrever. Então acho que o apoio de uma pessoa é muito importante. Não só, eu comecei brincando com a história da vida regrada, mas eu acho que o mais importante é isso, alguém que te apoie, aceite e tente dar uma moderada na sua loucura, porque todos os escritores estão entre a loucura e a sanidade e estão oscilando sem parar, e acho que ela me segura quando eu estou muito louco. Donc en fait, oui, le fait d'être marié a influencé son écriture beaucoup. Comme le dit Stephen King, pour être écrivain, il faut quand même avoir une vie assez réglée. Et donc, Antonio est un peu foufou, il aime beaucoup sortir, tout ça. Et en fait, sa vie de marié lui a permis notamment de se régler un peu. C'est quelque chose d'assez important pour lui. Les écrivains, en fait, il y a ce côté fou et ce côté serein. Et en fait, c'est un éternel aller-retour entre les deux. Donc son épouse lui permet de se modérer un peu à ce niveau-là et de se réguler. Je suis né à Porto Alegre, dans le sud, mais je vis à São Paulo. Il y a 6 ans. Posso fazer uma pergunta? Por que você odeia tanto Porto Alegre? Des raisons pour détester Porto Alegre. Brésil est un pays très machiste, c'est-à-dire sexiste, patriarcal, raciste, et je pense que Porto Alegre, c'est ça plus grande. C'est les places plus racistes, plus machistes. Il a la culture de les gauchos, de les machos, que c'est ridicule, de la viande, de le barbecue. Et je déteste ça, et je pense que c'est très provincial. Il se pense meilleur que le reste du Brésil.
c'est ridicule, parce que son culture, c'est cette taille, la culture brésilienne est plus diverse et plus grande, mais ils sont très xénophobes, très... Bien. Et aussi parce que je suis maintenant, Porto Alegre, je pense que c'est la ville plus violente du Brésil, et je suis volé beaucoup de fois, je suis fatigué de la violence, et tous mes amis sont sortis de la ville parce que la violence est insupportable, tu ne peux sortir sur la rue, c'est mauvais. Mais vous aimez Porto Alegre? Ah, ok. Muito melhor. Oi? Agora acho que é. Peut-être. La violence au Brésil, c'est une question sociale, c'est indissociable. Il y a beaucoup de pauvres sans opportunité, sans argent, sans assistance sociale, sans quelque chose comme ça. Et c'est impossible de penser la violence au Brésil sans considérer la question sociale, je pense. Et je pense que tout... Ah, et aussi la question de narcotrafic. Donc en fait, il n'a pas beaucoup parlé de son deuxième livre qui est Ashpelkunst, qui a été traduit en fait littéralement en les questions, donc en français. Et en fait, dans une partie, on sent une influence du déconstructivisme. Il a l'influence du déconstructivisme et s'il a été inspiré par Saramago. Pour partie. Par partie. Non, je ne sais pas si le titre en français sera la question, je pense que oui, mais c'est vrai que le titre peut-être sera Désolation et vite, que c'est un mot, une phrase de Genesis dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, parce que c'est très important pour le livre. C'est comme le monde avant Dieu séparer la lumière de la obscurité. Parce que le livre est séparé entre... Il y a deux parties du livre, le jour et la nuit, ou le soir. Le jour, c'est en troisième personne, le soir, c'est en première personne. C'est comme si pendant le soir, les choses sont moins précises. Plus imprécise. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette référence à Genesis. Et c'est un livre beaucoup sur religion. Il n'y a pas d'influence par Saramago, je pense, désolé. Je préfère Lobantunis. La rivalité qui existe en Portugal entre Saramago et Lobantunis. Je suis une personne de Lobantunis, de Gonçalo Tavares, plus que Saramago, je pense. Non, mais c'est une chose mineure sur le livre. Je pense que, non, bien sûr que n'est pas en référence. Je pense que les grandes références de le livre sont deux littéraires. Je pense sont, comment j'ai dire, là-bas de Joris Kaljusman sur satanisme et aussi de Arthur Schnitzler, Traumnovelle, qui est adapté par Stanley Kubrick comme Eyes Wide Shut. Mais les livres plus que le film. Sont les deux grandes références de le livre, parce que c'est une journée, c'est pas seulement un jour et soir, et c'est comme un roman d'horreur. Je prends aussi la convention d'horreur, mais c'est subversif avec des conventions. Et c'est aussi, je pense, en retraite de ma génération à São Paulo.
Você disse que planifiava, por exemplo, um limite de tempo de 2 horas para escrever um capítulo. Queria saber se, quando você começa a escrever o início da vossa história, já tem planificado o fim? Ou tudo o que se passa entre os dois? Eu planejo muita coisa, mas o fim eu sempre deixo em aberto. Porque senão escrever vira tão chato quanto trabalhar. En fait, au début, à la base, c'est planifié, mais ça finit toujours en fait par devenir ouvert et laisser plus de liberté, parce que sinon, en fait, écrire deviendrait aussi chiant qu'un travail. Bon, si... Et moi, je vais le dire en français, vous traduirez en portugais. Si vous devez conseiller à ces jeunes de commencer à vous lire, parce qu'on a vu qu'ils n'ont pas lu, quel conseil vous donneriez? Quel serait le premier livre à lire d'Antoine Chechens? Qual seria o primeiro dos seus livros que esses jovens que não leram deveriam ler? Qual é o conselho? J'essaierai de répondre en français. Je pense que chacun, il y a un livre pour chacun. Si des personnes est plus intéressées sur des questions politiques, c'est F. Si des questions, s'il aime des cultures pop, du western, des zombies, c'est La Vallée du Sable. Et s'il aime l'horreur, ou peut-être même quelques romans existentialiste, le troisième qui n'est pas sorti. Existentialiste c'est une mauvaise... je pense que peut-être c'est utile. Mais chacun cherchera un livre différent. Ils semblent comme des écrivains différents. J'aime mon propre style, mais tous les livres semblent un peu différents des autres. Mon préféré, c'est mon dernier, les questions. Après, c'est F. Et La Vallée du Sable, je ne relis pas parce que c'est comme parler avec une personne qui n'est pas moi. C'est très jeune. N'est pas moi maintenant. C'est une autre personne, 10 ans plus jeune. Mais j'ai souvent remarqué que l'auteur n'est pas le mieux placé pour juger ce qu'il a écrit. Alors moi, en tant que lecteur, ce que je vous dirais, c'est tout simplement un seul mot, le plaisir de la lecture. C'est 2 livres que j'ai lus avec vraiment un plaisir qui ne s'est jamais démenti. Alors vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de F, du deuxième livre, on n'a pas eu le temps. Alors il y a une session de rattrapage quand même, ce soir, à la médiathèque de Tarentaise. On recommence, Antonio et moi, en français, puisque c'est pour ce qu'on appelle le grand public cette fois, où on parlera de F. Alors F, quand même en 2 mots, c'est l'histoire d'une tueuse en série de 25 ans, qui a un joli palmarès déjà à elle. La première page, elle raconte à peu près tout ce qu'elle a fait, ce qui est assez admirable, et qui est chargée d'assassiner Orson Welles. On est en 1985, et voilà, donc on va assister au travail de préparation de l'assassinat. Elle va entrer dans le cercle de Welles, elle va découvrir aussi ce que c'est que le cinéma, elle va découvrir aussi une partie de l'histoire de son pays, et tout ça avec le ton assez détaché, assez distancié qu'on peut avoir dans un roman sur un tueur en série. Voilà, donc un rendez-vous. Donc si vous êtes libre et que ça vous intéresse, je crois qu'on va passer encore un très très bon moment là ce soir. Et puis un autre rendez-vous alors demain, qui concerne Ben Latinas également, le dessinateur de l'affiche qui vient de publier 2 livres de dessins qui sont absolument remarquables, dessins de poésie, d'humour, qui font peut-être un petit peu penser en français à ce que faisait Sampé. Des dessins pleins de grâce, voilà, qui vient nous parler de son œuvre à la médiathèque de Firminy cette fois, c'est pas très loin, c'est à 5 minutes de Saint-Étienne,
à 18h30 ou 19h. Il faudrait vérifier sur le programme, je ne suis pas sûr de la demi-heure. Voilà, Firmini demain, et ce soir 19h à la médiathèque avec Antonio. Un grand merci Antonio. Et un merci aux traducteurs qui ont été tout à fait à la hauteur.